Cette Comment conférence va maintenant être enregistrée. je voudrais ne pas oublier cette fois d'enregistrer. Bonjour. Oh, Bonjour. Bonjour. Muriel, vous êtes là, hein, je crois. Oui, oui, je Oui. suis là. D'accord, très bien. J'avais pas cliqué sur tous les boutons. D'accord, d'accord. Ok. Bon, oui, je suis désolé, Muriel. En fait, l'enregistrement de la dernière fois, il est tronqué. Donc, vous ne l'avez pas eu finalement complètement? Ben non, alors il me manque l'exposé de Raphaël. Ah oui, je voulais pas envoyer d'ailleurs. Eh je oui. l'ai. Alors attends, Oui. je regarde. Donc c'est bien volontiers. Du coup, j'ai compensé en recherchant Muriel, sur Internet. l'exposé de Raphaël n'avait pas été enregistré, c'est ça le problème. Oui. Et il me manquait la fin du cours. Nicolas. Bonjour Nicolas. Alors, je crois que la fin du cours, elle a été enregistrée et donc peut-être que le lien ne marche plus alors. Parce que la fin du cours, elle a été enregistrée. C'est tout oui, mais c'est normal, les liens, ils périment au bout d'un moment. C'est normal ou pas? Parce que je voulais revoir quelque chose et en fait, j'ai pas pu avoir accès. Je crois qu'il périme au bout d'une semaine ou de 10 jours, un truc comme ça. Donc, je vous recommande de télécharger l'enregistrement. Ouais. Ok. Vous pouvez télécharger. Quand je vous envoie le lien, je pense que vous pouvez télécharger l'enregistrement. Comme ça, vous le gardez. Moi, je l'ai gardé sur un disque dur externe. J'ai gardé tous les enregistrements que j'avais faits. Bien sûr, je n'ai pas pu garder les enregistrements que je n'avais pas faits. Et donc, notamment la partie avec l'exposé de Raphaël et la longue introduction sur la pragmatique que j'avais faite. Ça, c'est vraiment trop dommage. Mais... Après, on a pris des notes, donc on se les passera, je pense, de toute façon. Voilà, voilà, ça c'est gentil de passer les notes et les notes d'exposé, voilà, très bien. Bien, est-ce qu'on est au complet là? Ah, il y a Martine qui n'est pas là. Ah oui, il y a Martine, oui. Enfin, il y a Martine. Je regarde si elle est là en... Non, elle n'est pas là du tout. Alors, ce que je vous propose, c'est quand vous voulez me poser une question, vous mettez la main très très près de votre caméra, d'accord? Et si vous faites un petit signe discret, peut-être que je ne le verrai pas dans mon discours. Donc, vous faites un peu longtemps pour que je le voie, d'accord? Mais dans l'entretemps, peut-être que c'est pas mal d'enlever votre micro pour avoir le meilleur son. Enfin là, à 6, le son est bon, hein. Mais je ne sais pas très bien comment ça va se passer ce soir. S'il y a, pour la conférence de Valérie Nicolet, par exemple, s'il y a 40 participants, là, ce sera peut-être un peu plus difficile. Bien, alors j'ai préparé des éléments qui tournent beaucoup autour de Hannah Arendt et je m'aperçois que j'aurais dû vous envoyer à tous. Je me suis aperçu à l'instant qu'en fait, dans les choses que vous aviez, vous n'avez pas les pages. Bien sûr, je pensais les donner le jour même et je ne les ai pas envoyées à l'avance. Les pages de conditions de l'homme moderne, hein, vous ne les avez pas. Il n'y a que, bon, Raphaël, elle a le livre, mais vous n'avez pas les pages sur les conditions de l'homme moderne. Peut-être que je vais peut-être essayer de vous les envoyer à la pause, d'accord? On va faire une petite pause tout à l'heure. J'essaierai de voir si ça peut passer parce que c'est très bien que je n'ai pas vraiment besoin pour le cours, mais c'est très bien que vous ayez ces pages parce que c'est vraiment important et c'est vraiment un moment vraiment très important de ce parcours sur les embarras du pardon. Alors, donc je mets ça de côté pour le moment. Donc, là, on est au milieu, et même on va essayer de finir aujourd'hui, toute la section sur la section éthique, que j'avais appelée le juste pardon, sur le pardon ordinaire. Et je vais insérer dedans
tout ce que je voulais dire sur Hannah Arendt, que je vais vraiment prendre dedans, même si Hannah Arendt est vraiment, je dirais, elle couvre beaucoup plus largement. C'est très réducteur de la réduire à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'elle fait partie des auteurs comme quand elle dit, par exemple, on ne peut pas se pardonner à soi-même ou on ne peut pas pardonner ce qu'on ne peut pas punir. Elle donne des conditions du pardon qui sont des conditions, justement, que moi je considère comme des conditions pragmatiques, des conditions d'un pardon juste. Parce que d'une certaine manière, il y a un pardon, le pardon extraordinaire à la Derrida ou à la Dostoïevski, c'est pas un pardon juste. Il ne cherche pas des conditions de justice, ni même de justesse. Il se fiche complètement de la justice. C'est l'amour inconditionnel, on va dire. Bon. C'est-à-dire que là, on est dans le pardon juste. Voilà. C'est pour ça que je l'ai mise là, mais c'est vrai qu'elle est beaucoup plus ample et qu'on la retrouve presque sur tous les tableaux de notre propos. Donc là, je suis dans ce moment que j'avais commencé avec Austin un peu la dernière fois, avec l'exposé de Raphaël, et puis j'avais prolongé par le livre sur les écrits philosophiques dans lesquels il y a le plaidoyer pour les excuses. Je reviens rapidement sur l'idée générale. Je trouverais triste qu'on ait une conception du pardon tellement haute que finalement, on évacue complètement ce que j'appelle le pardon ordinaire. Et ça, Raphaël l'a d'ailleurs très très bien restitué, cette idée d'un pardon ramené dans le langage ordinaire, on va dire, de redescendu. Et d'une certaine manière, c'est peut-être justement le geste du pardon, ce que l'on voit dans la tragédie grecque, ce que l'on voit, on va y revenir encore une fois, dans la prochaine séance sans doute, ce que l'on voit lorsque Moïse apaise Yahvé qui est en fureur contre son peuple après l'épisode du veau d'or par exemple, eh bien justement on part d'une situation exceptionnelle de furie destructrice et il s'agit justement de revenir au monde ordinaire. Donc le pardon exceptionnel, c'est ce qui rend possible le pardon ordinaire. Un pardon exceptionnel qui serait, je dirais, la fin de l'histoire, qui serait la grande réconciliation dans laquelle après il n'y aurait plus besoin de pardon parce que ce serait le pardon, ce serait la lessive qui lave tellement blanc qu'après il n'y a plus besoin de dire pardon à rien parce que tout est complètement fini, il n'y a plus de conflit. Non, c'est pas ça. Le pardon, c'est ce qui nous permet de revenir dans un monde ordinaire où on peut dire ah merci, ah pardon, excuse-moi, non, j'ai pas, etc. Ça, c'est un peu l'idée générale. Alors, je vais un peu développer les conditions du langage ordinaire. Je vais faire à ce moment-là, ensuite, un deuxième moment qui est vraiment le détour par Hannah Arendt. Je savais que c'était le meilleur moment. Et après, je vais compliquer ça en rentrant un petit peu déjà au niveau de l'ordinaire, dans le conflit des mémoires, dans ce que j'appelle le pardon comme compromis. Vous allez voir que je complique un peu les choses par rapport à Hannah Arendt. C'était des idées anciennes, c'était il y a une vingtaine d'années que j'avais développé ces idées, donc je vais un peu les reprendre. Et ensuite, je terminerai par les comédies, ce que le philosophe Stanley Cavell appelle les comédies du remariage, en montrant que justement, le pardon a à voir avec le genre de la comédie. Le pardon, justement, avec le pardon, on sort du tragique, non pas, quand je dis comédie, c'est plutôt des tragicomédies. On est dans le tragicomique. Les comédies de remariage sont des comédies parfois noires, mais c'est quand même des comédies. Comment restaurer la possibilité de rire après les pleurs, on va dire. C'est un peu ça la question. Donc je commence les conditions du pardon ordinaire. J'ai beaucoup insisté sur le fait que voilà, parfois le pardon est de l'ordre de la supplication, parfois le pardon veut dire simplement poussez-vous un peu. Je me rappelle mon fils aîné, quand il était tout petit, il croyait que pardon, ça voulait dire poussez-vous. Et il disait pardon, ça voulait dire juste poussez-vous. Donc ça veut bien dire que c'est un des usages du mot pardon, c'est bien ce poussez-vous. Bon. Et donc, ça c'est le genre de choses que
m'ont intéressé dans l'idée d'un pardon pragmatique, discutable, qui est très intéressant pour la philosophie morale, qui m'intéresse, parce que justement, ça peut échouer, ça peut ne pas marcher. Justement, le pardon, poussez-vous, lui aussi ne peut ne pas marcher. Donc, c'est là qu'on analyse justement les différentes conditions, mais aussi du coup les différents dilemmes du pardon. Ce qu'avait fait Austin, je veux juste revenir un instant là-dessus, c'est d'une part mettre en cause la séparation entre le sens d'un mot et son usage. C'est comme si, jusque-là, on avait l'idée que la signification, c'est un sens. Et lui, il le remet ça dans un schéma de la communication. Vous vous rappelez, j'avais fait ce dessin au tableau beaucoup plus global, dans lequel il n'y a pas seulement le message, mais l'énonciateur, le destinataire, donc l'émission et la réception du message dans un ensemble plus large. Et donc, c'est l'usage. Le sens d'un mot, c'est son usage. C'est d'ailleurs une remarque de Wittgenstein aussi. Le sens d'un mot, c'est son usage. Ça, c'est vraiment le geste de la pragmatique. Bon. Et l'observation que les énoncés, qu'il y a des énoncés performatifs, ça, Raphaël l'a beaucoup développé, donc qui élargissent la notion de la vérité parce qu'ils ne renvoient pas à un état des choses, mais ils sont des actes de langage. Et puis, finalement, dans l'effacement de la dichotomie entre les énoncés descriptifs et les énoncés performatifs, d'une certaine manière, enfin, la relativisation de cette frontière, parce que tous les énoncés peuvent avoir quelque chose de performatif. Même un énoncé purement descriptif, j'avais dit par exemple, le ciel est gris, peut avoir un effet prescriptif, c'est-à-dire qu'il faut allumer la lampe, la lumière. Vous voyez, bon. Donc, les choses sont plus mêlées que des espèces de séparation entre des... Voilà. Alors, les excuses, le pardon, comme la promesse, sont des performatifs. Je cite Austin. Il est clair que les énoncés, ce n'est pas décrire ce qu'il faut bien admettre que je suis en train de faire en parlant ainsi, ni affirmer que je le fais, c'est le faire. Donc, c'est pas décrire ce que je suis en train de faire, c'est même pas décrire mon intention. C'est pas, quand je pardonne, je ne décris pas, c'est pas un langage descriptif dans lequel je décris mon intention de pardonner. C'est pas non plus l'affirmation, affirmer que je le fais, c'est juste le faire. Le langage, les mots eux-mêmes sont l'action. Mais justement, en même temps, il n'y a pas de force magique. Rappelez, on avait beaucoup incité là-dessus, dans les performatifs. Rien de contraignant, pas d'efficacité magique. Au contraire, ça reste quelque chose de très fragile. Ce ne sont que des mots. Bon. Et vous vous rappelez, on avait incité là-dessus. Et donc, il y avait Sandra Logier, je ne sais pas si je vous ai parlé de Sandra Logier, c'est une vieille amie qui a été justement la traductrice de celle qui nous a introduit Stanley Cavell dans la vie intellectuelle française. Et elle écrivait la chose suivante, les théories pragmatiques. Ah oui, alors là, attendez, il faut que j'explique. C'est que le pragmatisme est devenu à son tour une sorte de, justement, on va se séparer, il y a des genres très précis, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et justement, le langage ordinaire, c'est l'idée que les choses sont pas comme ça séparées, les choses sont mêlées, les choses sont plus embrouillées, on va dire. Bon. Donc, comment elle dit, les théories pragmatiques semblent s'enfermer dans une alternative sinistre entre une conception non critique d'un pouvoir immédiat de la parole à la première personne et une dissolution complète de l'acte de parole dans la liste infinie de ses conditions d'efficacité. Si vous voulez, il y a toute une interprétation d'Austin qui est allée dire, ah oui, alors il faut donc, pour que ça marche, il faut donc telle et telle et telle et telle et telle condition. Et on n'en finit pas de faire la liste des conditions. Ça serait une conception pragmatique dans un sens un peu durci, si vous voulez. Et justement, le langage ordinaire, la philosophie du langage ordinaire, elle est, en ce sens-là, post-pragmatique. Si le pragmatisme, c'est justement une nouvelle théorie du langage qui distingue des types d'actes très précis. Ah, il y a quelqu'un qui vient d'arriver, non? Oui, il y a Martine qui vient d'arriver. Bonjour Martine. Donc, elle continue, je continue à citer Sandra Logier, c'est Austin qui, dans ses textes philosophiques,
fut le premier à dénoncer aussi bien l'illusion d'une sacralisation du langage que l'illusion descriptive d'une possible théorie générale des conditions d'usage, de réussite et d'échec du langage. Donc, voilà, vous vous rappelez le mot que j'avais cité de Austin, qu'on avait repris après l'exposé de Raphaël, notre parole, c'est notre engagement. C'est-à-dire, il y a des manières de parler qui sont des manières de s'engager, qui sont des actions. Mais ça veut dire aussi, rappelez-vous, nos engagements, ce sont des paroles. C'est-à-dire, nos actes ne sont que des mots. En fait, quelque part, c'est aussi fragile. Il y a quelque chose qui... On est engagé, mais on est engagé avec quelque chose qui n'est pas plus solide que des mots. Donc, ça, à la limite, c'est du vent, c'est du bruit, ça peut n'être plus rien. Et donc, il peut y avoir des paroles creuses, il peut y avoir des fausses promesses, il peut y avoir des faux pardons. Ça, c'est important pour notre sujet. Et notamment, justement, il peut y avoir une inflation de paroles creuses et une inflation. Alors, l'inflation des paroles creuses, c'est par exemple, si je menace mes enfants de dire bon, ben, si tu fais pas ça, tu n'auras pas ça, ou etc. Et en fait, je le fais pas. Et genre, on rentre peu à peu dans une inflation de paroles jamais, de menaces ou de promesses d'ailleurs, jamais tenues. Ça, c'est des choses très graves, bien sûr, parce que d'une certaine manière, ça décrédibilise la parole, ça la rend vaine, quoi. Bon. Et d'une certaine manière, le pardon, c'est un acte de langage à la clé de tous les actes de langage, dans la mesure où c'est une parole qui essaye de faire tomber l'inflation des paroles creuses. C'est en fait, pardonner, aussi, ça peut être une parole creuse, mais ça peut être aussi soi-même, ça peut devenir creux. Voilà, on va y revenir. Mais ça peut être aussi une manière simplement d'arrêter l'inflation des mots. Bon, on arrête de parler, ça sert à rien. Cette dispute qui monte, ou ces menaces qui montent, ou même ces promesses qui montent et qui sont juste qui ne sont pas en phase avec rien du tout, quoi, qui ne correspondent à rien, c'est des actes, ce sont des faux actes, justement. Et donc, pour redonner au langage son crédit, le pardon peut être une manière de parler pour rétablir le langage à son niveau de crédibilité, qui peut parfois être très bas. Alors d'accord, on arrête de rien promettre, on arrête de rien menacer, on revient vraiment je dirais, à une crédibilité minimale. Sur quoi est-ce qu'on peut compter? Sur quoi est-ce qu'on peut tabler? Voilà, ça peut être ça aussi le pardon, simplement. Vous voyez, en termes, je dirais, non pas un acte de plus, mais ramener le seuil de la coïncidence entre la parole et l'acte au niveau où il puisse redevenir crédible. Quelque chose comme ça. Martine, vous m'entendez? Oui, ça y est, enfin. Excusez-moi, j'ai eu du mal à me connecter. Oui, c'est parfois difficile. Alors, juste, je disais, si vous voulez intervenir, vous mettez votre main vraiment près de la caméra pour que je vous voie assez durablement pour que j'ai le temps de vous apercevoir. Bon, merci. Et voilà. Alors, voilà, il n'empêche qu'il y a justement cette dimension perlocutoire, cette dimension pragmatique. Là, je le reprends dans un sens plus, non pas des théories pragmatistes, hein, mais de la pragmatique ordinaire, on va dire, dans lesquelles, vous vous rappelez, je disais, les conditions du pardon ordinaire, ce ne sont ni des règles catégoriques, justement, de la pragmatique au sens, c'est pas des règles exhaustives, c'est pas des règles absolues, ce sont plutôt des indications. C'est-à-dire qui font qu'on voit qu'on a affaire à un pardon qui cherche à se faire accepter, hein, bon, qui cherche à être acceptable. Il y a des demandes de pardon, si je puis dire, qui sont d'emblée inacceptables, ou des pardons d'ailleurs donnés qui sont inacceptables par celui qui le reçoit, parce que quelque part, ça tombe complètement comme un cheveu sur la soupe. Donc, je redis, le pardon lié à ces conditions, le pardon n'est ni obligatoire, ça reste un acte imprévisible, on va y revenir avec Hannah Arendt, c'est très important, mais ce n'est pas non plus un acte impossible.
on pardonne que l'impardonnable. L'idée que le pardon, c'est juste de l'ordre de l'un, c'est difficile, comme dit Erika, mais c'est pas impossible, parce que si c'est, il faut que ce soit un acte, le pardon qui m'intéresse ici, le pardon éthique, il faut que ça reste un acte plausible, acceptable. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Et justement, ça veut dire que l'autre va le comprendre. Hein. Vous vous rappelez les exemples que j'avais donnés de Victor Hugo la dernière fois, c'était dans les Misérables, quand le pardon arrive sous la forme du scénario d'une promesse fictive, c'est tout à fait extraordinaire, quand l'évêque s'approche de Jean Valjean et lui dit à voix basse, n'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir honnête homme. Et Jean Valjean, qui n'avait aucun souvenir d'avoir rien promis, resta interdit. Alors donc au début, il reste interdit, car en fait, il ne reçoit pas. Et puis après, peu à peu, cette parole fait un travail en lui, lui qui avait volé ces objets, ce n'est pas du tout de l'argent qu'on lui avait donné. Donc l'évêque a complètement réécrit de manière fictive ce qui s'est passé, mais lui redonne en quelque sorte la faculté d'avoir promis. Mais donc, pour avoir la faculté d'avoir promis, on va voir ça avec Hannah Arendt, il fallait bien qu'il ait la faculté qu'il ait été délivré du passé. Et donc, il fallait bien qu'il ait été pardonné. Donc, on lui prétend une promesse, l'évêque montre qu'il a été délivré de son passé, donc qu'il est pardonné. C'est ça qui est extraordinaire dans l'effet perlocutoire de cette phrase, qui prend plusieurs pages. Hein, là, je vois qu'on est à la page 113 de l'édition de la Pléiade. Et puis, page 486, j'avais une citation que je ne vous avais pas donnée, mais qui me semble importante, mais parce que comme je pense à Victor Hugo, lorsque Jean Valjean, poursuivi par Javert, excusez-moi, le commissaire, s'enfonce avec Cosette dans les rues de Paris hein, pour trouver un nouvel. Il écrit « Paris est un maelstrom où tout se perd et tout disparaît dans ce nombril du monde comme dans le nombril de la mer. » Il est incroyable. Aucune forêt ne cache un homme comme cette foule. Les fugitifs de toute espèce le savent. Ils vont à Paris comme un engloutissement. Il y a des engloutissements qui sauvent. C'est extraordinaire cette phrase. Il y a des engloutissements qui sauvent. Car en fait, l'idée, c'est que la grande ville, qui est le lieu de la perdition, c'est aussi le lieu du salut. C'est aussi le lieu du pardon. C'est très important parce que je pense que la prédication évangélique, je veux dire revivaliste, baptiste, etc., du 19e siècle, c'est une prédication, ce n'est plus la prédication qui était tenue dans les villages de la tradition protestante, réformée, etc., Sévenol, etc. C'est une toute nouvelle prédication, c'est une prédication pour des gens qui sont perdus, des gens qui sont partis à la ville, liés à l'exode rural, liés à la pauvreté, qui sont pris dans l'alcool, qui sont en même temps dans le travail à l'usine, qui ont perdu leurs racines, qui ont perdu leur identité. Et donc, d'une certaine manière, en même temps, ce lieu de perdition, de perte d'abord, de perdition, mais je veux dire d'abord de perte de soi-même, de perte d'identité, va devenir un lieu de salut parce que justement, la prédication de l'évangile est une prédication en quelque sorte qui accompagne cette espèce de perte totale et c'est une prédication du pardon très forte. Et donc, c'est là du pardon votre identité, vous perdez votre identité, mais vous en trouvez une autre. Vous allez revêtir une nouvelle identité. Il ne s'agit pas de garder l'identité ancienne, il ne s'agit pas de tenir l'identité ancienne, il s'agit de trouver une nouvelle identité. C'est ça là que cette prédication urbaine, hein, c'est la mission populaire, c'est la Miss Pop, hein, c'est là que ce genre de prédication est très, ou l'armée du salut d'ailleurs, hein, a été très, très forte. Donc je voulais vous montrer que là, il y avait très curieusement, on pourrait dire que le théâtre du pardon, la grande ville anonyme au XIXe siècle comme théâtre du pardon. Ça, c'est quelque chose que Victor Hugo a bien senti dans ce passage. Je reviens à mon sujet. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce tour?
oublié. Qu'est-ce que tu es en train de parler? Bon, peu importe. C'était quoi mon lien? Si, c'est que vous parliez du pardon comme possible redémarrage, là, la promesse pour Oui. Jean Valjean. Oui. Et après, vous avez bifurqué sur, si vous vouliez lire un autre passage, ou Oui. le nombril du monde, là, Paris. Oui. Oui. Non, alors le premier, non, c'était sur le lien était sur le premier passage, par l'idée que ce qui compte, c'est que l'acte de pardon, aussi incongru soit-il, le pardon demandé, reçu, enfin, là, pour le moment, j'arrête dans les. C'est un pardon qui doit être acceptable. Et ça dépend beaucoup de la réception. C'est comme la semence de l'évangile qui tombe sur des terrains très très différents. Qu'est-ce que c'est que le récepteur? Et donc Jean Valjean, ce que raconte Victor Hugo, c'est que Jean Valjean a été capable de recevoir cette parole de l'évêque. C'est pas évident de recevoir une parole comme ça. C'est une parole qui a un mensonge en plus. Il lui fait mentir. Mais moi, je ne t'aurais jamais rien promis. Il aurait pu réagir avec colère. Mais c'est pas moi ça. Moi, je t'ai rien promis. Et vous voyez, il va se déplacer pour recevoir cette faculté de promettre et donc recevoir traverser ce pardon, cette déliaison. Donc, voilà, c'est pour ça que c'était la dimension perlocutoire sur laquelle j'insiste encore une fois. Donc, les conditions ne rendent pas le pardon obligatoire, ça reste imprévisible, et en même temps, elles font que le pardon n'est pas impossible, c'est-à-dire que c'est des indications, ces conditions sont des indications d'un pardon acceptable. Bon. Alors, c'est quoi ces conditions qui sont en même temps des difficultés chaque fois, qui soulèvent des questions? La première, c'est que, alors justement, le pardon, c'est pas un processus psychique, c'est une parole. Là, on est dans le registre du pardon ordinaire, de la pragmatique, c'est une parole. C'est-à-dire, c'est une rupture avec le silence. Et c'est une parole qui réouvre, qui libère le passé. C'est une parole qui a un rapport avec le passé. Vous vous rappelez, j'avais dit d'ailleurs que, je fais des parenthèses tout le temps, que le passé n'était pas seulement le passé du malheur. Le pardon n'a pas à faire seulement au malheur. Le pardon peut être aussi pardonné au bonheur. Lorsque le bonheur est fini, lorsque on découvre que le bonheur a une fin, que ça peut être le deuil d'un proche, ça peut être le deuil un divorce, ça peut être toutes sortes de ruptures, ça peut être toutes sortes de deuils. Bon. Donc, la finitude du bon elle-même demande un pardon, demande à ce qu'on se délie, qu'on ne s'enferme pas, qu'on ne s'agrippe pas au bon en disant non, c'est pas fini, non, ça va rester, etc. Parce que là, on va être enfoui dans le deuil avec le bon auquel on s'accroche, vous voyez. Et donc, le pardon, c'est pas seulement la déliaison du malheur passé, c'est aussi la déliaison du bon. Et ça, c'est à mon avis un point super important du pardon. Donc, le pardon est une parole qui rouvre, qui délie et qui, d'une certaine manière, avec le passé, en le rouvrant. C'est ça qui est le paradoxe aussi, c'est que c'est en rouvrant le passé qu'on s'en délie. Là, ça a à voir avec, évidemment, avec l'anamnèse, au sens de Platon, mais aussi au sens, bien sûr, de Freud. Deuxième trait, alors vous voyez, j'ouvre tout un gros paquet. Bon. Deuxième gros paquet, nul ne peut se pardonner à soi-même. Ça, c'est ce que dit Arendt. Et Arendt le commente d'une certaine manière en disant que on ne peut pas se pardonner à soi-même parce que pour pouvoir se pardonner, il faudrait pouvoir se voir soi-même autrement. Et ça, c'est pas facile. Et c'est vital, parfois c'est absolument vital de se pardonner à soi-même, mais c'est une chose extrêmement difficile parce que ça suppose de s'aimer soi-même. Mais s'aimer soi-même, ici, comme le dit le très beau titre du livre de Ricoeur, c'est s'aimer soi-même comme un autre. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais ça veut dire
tu aimeras toi-même comme un prochain, comme un autre. Les deux éléments sont, je dirais, sont réversibles ici. Et ça, c'est ce que disait Bernanos dans le journal d'un curé de campagne, hein, à la fin du journal d'un curé de campagne. Je ne sais pas si vous avez lu ce roman extraordinaire. Oui. Ouais, je ne m'en rappelle plus. Ah oui, c'est extraordinaire. Et il termine en disant ça. Il termine en disant, voilà, c'est s'aimer soi-même humblement comme n'importe quel autre. C'est un passage extraordinaire dans les dernières pages du journal d'un curé de campagne. Troisième de ces conditions, rappelez-vous, donc, c'est des conditions pas au sens d'une pragmatique catégorique, c'est juste des indications de ce vers quoi cela peut aller un pardon ordinaire. Bien sûr, c'est ne pas confondre le pardon demandé et le pardon obtenu. Le mot pardon est un mot ambigu parce qu'il mêle les deux sujets. Donc, je redis, c'est là que je le redis, mais au niveau de la pragmatique, un pardon peut être demandé et ne pas être accordé, il peut être donné et ne pas être reçu. J'avais évoqué cette scène terrible d'un débat à la télévision entre Jacqueline Cocampo. Je vous ai raconté ça ou pas? Ça vous dit quelque chose? Non. Non. Jacqueline Cocampo, c'est une musicienne qui a écrit beaucoup de chansons comme Colchic dans les prés, etc. Je ne sais pas si vous connaissez Colchic dans les prés. Ouais. Et alors, Jacqueline Cocampo, un jour, il y a eu un voleur qui s'est introduit chez elle, qui l'a battu, qui l'a attaché, qui l'a défiguré avant de casser sa maison, de voler, etc. Et donc, elle a été très marquée, son visage était marqué par les cicatrices de cette attaque, de cet assaut, parce qu'elle avait voulu se défendre, elle avait voulu, etc. Donc, il avait été très violent. Et un jour, elle était, je crois, sur le thème du pardon, avec un grand intellectuel qui est mort récemment, qui s'appelle George Steiner. Vous connaissez George Steiner, qui a écrit sur le langage un livre magnifique qui s'appelle Après Babel, par exemple. Et George Steiner, donc il parlait du pardon, et Jacqueline Cocampo se retourne vers la caméra et dit, mais si mon agresseur est là, quelque part, parmi les téléspectateurs, qu'il sache que je lui pardonne. Et George Steiner, immédiatement, avait réagi en disant, mais madame, mais quelle arrogance! Comment est-ce que vous pouvez, comme ça, sans égard pour votre récepteur, lui balancer votre pardon comme ça en pleine poire à travers la télévision, il ne peut pas vous répondre, il ne peut rien dire, etc. Et vous voyez, là, on est vraiment dans du tragique complet, en fait, dans ce petit débat entre Jacqueline Cocampo et George Steiner. Je ne sais pas de quel côté tout de suite vous oscillez, il y a une oscillation, on comprend. L'idée de George Steiner, c'est que le pardon, ben, justement, il y a des conditions, il faut qu'il se soit un peu, qu'il ait perçu qu'il avait fait quelque chose d'irréparable, qu'il se soit un peu, enfin, il y a des conditions. Et elle était dans un pardon dont elle avait besoin pour vivre, un pardon, je dirais, psychiquement nécessaire à sa survie pour tourner la page. Bon, c'était pas seulement, je dirais, un acte non plus, je dirais, de pure générosité. Hein. On comprend que ça puisse être un acte très intéressé, mais vital. Donc oui, intéressé, bien sûr, mais on ne va pas lui reprocher d'avoir ça si c'est une condition de sa survie. Oui, bon. Après, quelque chose qui l'a beaucoup marqué, qui l'a vraiment beaucoup atteinte. Donc voilà, je pense que là, on est typiquement dans du tragique de ce débat-là. Hein, bon. Donc, avec en plus, alors, ce qui complique, c'est qu'il y a d'un côté un tort commis et de l'autre côté un tort subi. Donc, ce n'est pas la même chose. Le tort commis et le tort subi est différent. C'est-à-dire, la différence entre le tort commis et le tort subi, c'est que le tort commis, en général, il est court, il est bref. En fait, oui, c'est vrai, j'allais trop vite, j'ai pas vu cet enfant qui était sur le passage piéton. Le tort subi, il est infini. Il y a une disproportion entre le tort commis et le tort subi qui est incommensurable. Ça aussi, c'est un point très important. Je ne dis pas que le tort commis n'est pas grand, mais il ne peut pas avoir, il n'est jamais à la dimension du tort subi, si vous voulez. Il y a toujours c'est pour ça, la parole de Jésus, ils ne savent pas ce qu'ils font. On ne sait jamais ce qu'on fait, d'une certaine manière. Alors, ici, il y a peut-être des moments de
de pure cruauté, de pure méchanceté intelligente dans laquelle on sait exactement ce que l'on fait, et dans laquelle on le fait quand même. Là, oui, là, il y a. C'est pour ça que Lévinas disait que les torts commis par des intellectuels sont les plus graves parce qu'ils savent ce qu'ils font. Bon. Mais voilà, il y a cette disproportion entre le tort commis et le tort subi. Et encore un autre truc qui complique ce point, c'est que souvent, celui qui a commis un tort, dans son passé, il a subi des torts. C'est-à-dire, en fait, c'est quelque chose que remarquait Marie Balmary, ça je l'avais signalé, mais on va y revenir peut-être la prochaine fois, c'est que justement, c'est en répétant le tort qu'on découvre, dans les meilleurs des cas, le tort qu'on a subi dans le passé. Car en fait, c'est en giflant, en cognant son enfant, qu'on découvre qu'on a été cogné. Vous voyez, je fais un passage un peu sans doute rapide sur ce sujet. Quatrième point, vous voyez, chaque fois c'est une bouquet d'observations, de questions, etc. Quatrième point, il ne peut être pardonné qu'à celui qui a reconnu son tort. Et personne ne peut se repentir à la place de celui qui a commis le tort. Et donc, ça c'est un point très important. C'est une des conditions, une condition importante. Encore une fois, je répète, je ne fais qu'évoquer des indications qui vont en direction du pardon acceptable. Il arrive que des représentants de la nation ou des représentants de l'Église pratiquent ce que j'appelais des politiques de repentir. Là, par exemple, de nouveau, là, avec les propos récents de Castex, de Darmanin, sur la colonie, ça rouvre encore ces sujets terribles. Donc là, on sent des écarts entre Macron et ses ministres. Bon. Mais un acte de repentance collective, qui suis-je, moi, pour demander pardon à la place des victimes. Non, mais non, pour demander pardon à la place de Vichy, par exemple, à la place de Pétain, à la place des politiques de cette époque. Comment est-ce que je fais ça? Donc, ça demande des conditions politiques de représentance très particulières. Vous voyez, c'est pas, voilà, en tout cas, là, on ne respecte pas, ou quand Jean-Paul II faisait des actes de repentance sur tous les sujets, il ne respectait pas cette règle de, voilà, il faut reconnaître on ne peut pas, il faut reconnaître le tort. Donc là, c'est un point positif. Mais qui est habilité à reconnaître le tort? C'est comme dans l'exposé de Raphaël, qui est légitime pour baptiser le bateau, pour lancer, ou pour ouvrir la séance de l'académie. Voilà, il y a des conditions de légitimité. Qui est la bonne personne? C'est pas la parole elle-même qui est magique et qui le fait. Il faut qu'il y ait des conditions. Voilà. Et du même coup, alors ça c'est la cinquième condition, qui est l'inverse, c'est que celui qui pardonne doit être celui qui a subi le tort. Et c'est impossible ou c'est difficile de prendre cette place lorsqu'on n'est pas celui qui a subi le tort. Alors ça compte. C'est tout un sujet très compliqué parce que les enfants des coupables ne sont pas coupables, mais les enfants des victimes sont aussi victimes. Donc jusqu'où est-ce que les enfants des victimes sont victimes, Et est-ce que les enfants des coupables ne sont pas coupables? Là, c'est un énorme problème. Là, on verra ça dans les conditions d'un pardon politique. Parce que des enfants qui prospèrent sur une terre qui a été conquise par leurs parents, qui sont tous coupables, mais eux, ils sont innocents parce qu'ils sont grandis là-dedans et ils n'ont rien fait de mal, oui, mais en même temps, voilà, ils prospèrent là-dessus. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit problème? Parce que sinon, c'est la politique de la démographie. On fait beaucoup de bébés, on met tous les Ouïghours dans un camp, on fait beaucoup de bébés, on repeuple la région et dans 3 générations, il n'y aura plus rien, il y aura circulé, il n'y aura plus rien à voir, si vous voulez. C'est des politiques absolument terribles. Et les génocides sont basés sur cette idée-là, sur l'idée que les bébés sont innocents, de toute manière. Donc, leurs bébés, les autres sont enfoncés dans la condition d'être nés voilà. Donc, c'est une politique
le génocide a à voir avec, justement la condition des bébés. Il y a des bébés qu'on va éliminer et d'autres bébés qui sont innocents, qui vont grandir, et voilà. Ça, on fait on rebâtit quelque chose sur cette innocence-là. Mais c'est vrai qu'il y a un décalage entre les enfants de victimes et les enfants de coupables aussi. C'est très important. Je vais dire, ouais, enfin bon, pas la peine on reviendra sur ces sujets-là. 6e condition, on ne peut pardonner que lorsque, quand même, tout a été fait pour essayer de réparer. J'insiste beaucoup là-dessus, sur cette condition-là, parce que sur cet élément-là, cette indication-là, je dirais, parce qu'on est dans une société où l'on jette. Soit les choses sont bien, tout va bien, ça marche bien, soit on jette. C'est valable avec nos objets. On fait ça avec nos objets. Un objet un peu cassé qui ne sert pas, on jette. On ne cherche pas tellement à réparer. Et je pense que ça finit par avoir des effets sur nos relations. Une relation un peu fêlée, un peu là, bon, on va pas, voilà. Alors, soit elle est juste un tout petit peu, on peut réparer un tout petit peu, mais voilà, on va pas passer beaucoup de temps à tenter de réparer. Alors je pense que on peut beaucoup plus qu'on ne croit réparer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que justement, un pardon demandé, je parle là du pardon demandé, doit montrer non seulement qu'il a tenté de réparer, mais qu'il a conscience qu'il y a de l'irréparable. Parce que justement, il y a du malheur, parce que la définition du malheur, c'est qu'il y a de l'irréparable. Un malheur entièrement réparable, à 100%, à la limite, bon, c'est un épisode ennuyeux, mais voilà, on a pu tout réparer. Non, lui, c'est qu'il y a de l'irréparable. Et donc, le pardon demandé doit manifester sa conscience qu'il y a eu de l'irréparable, qu'il y a de l'irréparable. Et que donc, bien sûr, non seulement on ne va pas recommencer, mais on sait que, voilà, que pour l'autre, c'est pas fini, que c'est interminable, quoi. Bon. Alors, je voudrais encore ajouter à ça le fait qu'il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas réparer vraiment. Justement, il y a des réparables, mais qu'on ne peut pas non plus jeter. On doit dans la vie, mais peut-être que ça c'est une observation de quelqu'un qui a plus de 60 ans, on doit dans la vie faire avec des choses qu'on ne peut ni jeter ni réparer. Mais c'est comme ça. On ne peut pas les jeter, on ne peut pas les réparer. Alors, on peut croire qu'on peut tout réparer, c'est faux. On peut croire qu'on peut tout jeter, c'est faux aussi. Il y a des choses qu'on ne peut pas jeter et qu'on ne peut pas réparer. Et notamment, justement, dans les liens familiaux, il y a beaucoup de choses comme ça. Il faut faire avec des choses qu'on ne peut pas complètement ni jeter ni réparer. Le septième point que j'ai noté, ce sera le dernier. C'est pas du tout parce que le chiffre 7 est magique, c'est complètement. C'est on ne peut pas. Alors c'est encore là pour la deuxième fois une phrase de Hannah Arendt. On ne peut pardonner que ce que l'on peut punir. Et ça c'est une phrase d'Hannah Arendt. Qui en fait, lorsqu'on peut rien faire, on pardonne spécialement parce qu'on peut rien faire, parce que de toute façon c'est trop tard pour la justice, on pardonne parce qu'on. Ça c'est quelque chose d'ailleurs ce que Yankelevitch avait tout à fait dit. Bon. Donc, ça demande aussi alors, beaucoup de conditions. Ça demande que le contexte est suffisamment changé pour qu'on puisse punir. Ça veut dire que physiquement, ce soit possible. Et donc, parfois, c'est simplement la question ne se pose plus, parce que le contexte a trop changé. Bon. Et puis, ça suppose une condition suffisamment claire pour que l'on puisse désigner le coupable, ou les coupables, qu'on puisse punir les coupables. Et alors, qu'est-ce que c'est que punir? Là aussi, ça pose la question de qu'est-ce que c'est que punir? Est-ce que punir, c'est venger? Et peut-être que le fond de cette phrase, ça veut dire ça. On ne peut pardonner que lorsqu'on pourrait se venger qu'on ne se venge pas. C'est peut-être ça le fond de la phrase. Là, c'est un fond ténébreux, que le pardon est exactement sur le même site que la vengeance. Ça, on va y revenir aussi. J'ai déjà un peu abordé ce point 2 ou 3 fois, mais je crois que c'est important. Ça peut être ça la punition. En fait, le fond de la punition, c'est un fond vindicatif, un fond de vengeance. Moi. Mais je pense que c'est très important de distinguer faire mal à quelqu'un. Si punir, est-ce que punir, c'est faire mal à quelqu'un, ou est-ce que punir, c'est faire sentir à quelqu'un qu'il a fait du mal? Et vous voyez que dans ma question, j'opte pour la seconde position.
Le problème, c'est que c'est beaucoup plus difficile de faire sentir à l'autre qu'il a fait du mal que de lui faire mal simplement. Vous voyez, là encore, on touche une de nos questions, c'est qu'en fait, ça dépend de l'acceptabilité par l'autre, par le coupable, qu'il sente le mal qu'il a fait. Et ça, il peut ne pas le sentir. En revanche, le mal qu'on va lui faire, ça, il va le sentir. Vous voyez, donc il y a une sorte d'affaissement de la punition du niveau, je dirais, éthique et entre guillemets, pragmatique de faire sentir que tu as fait du mal à simplement faire mal. Ça, c'est efficace. Donc, du niveau, je vais le redire dans le langage de Hannah Arendt, du niveau de l'agir, qui dépend de l'autre, au niveau du faire. Faire, c'est positif, c'est positiviste. Faire, voilà, j'ai fait quelque chose, je l'ai fait, c'est tout. Je le fais tout seul. Je peux faire la vaisselle tout seul. Vous voyez, par exemple. Mais il y a des choses que je ne peux pas faire tout seul. Il y a des choses qui dépendent. L'action, d'après Hannah Arendt, c'est quelque chose que je ne peux faire qu'avec l'autre. Il n'y a pas d'action solitaire. Tout seul, je peux travailler. Tout seul, je peux fabriquer des choses. Tout seul, je peux faire mon œuvre, si vous voulez. Hein, tout seul, je peux écrire un livre. Mais là, ce qu'on est en train de faire en ce moment, mes paroles n'ont de sens qu'avec vous. Et elles dépendent complètement de ce que vous en faites. Je peux... vous voyez, Et pardon, donc où est-ce qu'elle explique la différence entre les deux? C'est dans La condition de l'homme moderne, dans le chapitre sur l'action. Ah, d'accord. C'est dans le livre, hein, c'est vraiment un des aspects, vraiment, elle distingue 3 types dans la vie active, elle distingue le travail, le fabriquer, le faire, et l'agir. Et donc, elle dit que l'agir est tellement fragile, parce qu'il dépend des autres, parce qu'il est pluraliste, que les humains ont eu tendance, chaque fois que c'était possible, à substituer le faire à l'agir. Le fabriquer à l'agir. Et justement, ça c'est très important pour comprendre l'affaissement du politique, parce qu'en fait c'est ça qui est l'enjeu pour elle. L'affaissement du politique, c'est justement le politique qui serait le théâtre de l'agir ensemble des humains devient en fait plutôt l'administration de la gestion du faire. On va faire des routes, on va faire on va faire le politique est entièrement tourné il s'agit de transformer le monde, il s'agit de faire un monde, de fabriquer un monde, mais il ne s'agit pas du tout de donner aux humains la possibilité d'interpréter ensemble les uns devant les autres qui ils sont. Ça, c'est justement ce que je vais développer tout de suite après la pause, après une petite pause qu'on va faire, que je vais développer avec Hannah Arendt. Donc, voilà, alors, là j'ai développé cette considération, on va dire, de la conditionnalité du pardon, des formes, des indices de la conditionnalité du pardon. Il y en a certainement d'autres. Donc, donnez libre cours à votre imagination. Je dis peut-être pas tout de suite, sauf que si tout de suite vous avez d'autres idées, hein, mais n'hésitez pas à en proposer d'autres. Mon but n'est pas de ramener, parce qu'on alors ça, ce serait typiquement le genre de choses qui énerverait Stanley Cavell ou Sandra Logier, ce serait de montrer que ces règles, en fait, elles peuvent se réduire à 5, parce qu'en fait, la règle 2 et la règle 7, c'est la même. Ou après finalement, ça peut les réduire à 3, mais l'idéal même de la pragmatique, ce serait de ramener toutes ces règles à une seule. Hein, ça, on trouve la morale minimale. Alors là, on a la règle absolue ou la règle... Ouais. Voilà, c'est pas du tout mon but. Mon but, au contraire, c'est de montrer qu'il y a des règles qui sont un peu incertaines, qu'il y en a d'autres. Et donc, l'idée, c'est que il suffit qu'il y ait quelques-unes de ces manifestations de la conditionnalité, qu'on sait que ça dépend de certaines conditions. Est-ce que d'hésitation sur soi-même et d'hésitation sur l'autre, sur qu'est-ce qu'il va en faire. Bon, que ça suffit pour montrer qu'on a affaire à un pardon, je dirais, acceptable, plausible, on va dire. Bon. Donc, et en même temps qu'on sait que c'est discutable, que c'est pas des conditions catégoriques qui font que après, ça soulève des dilemmes. Et du coup, je dirais aussi il y a tout
En gros, le conflit autour du pardon, c'est un conflit de scénario. Il y a une pièce de théâtre et non seulement on peut raconter autrement, ah mais non, mais c'est pas ça qu'il faut que l'acteur fasse, c'est pas ça que l'acteur va subir, on n'est pas d'accord sur les actes, on n'est pas d'accord sur les paroles, mais on n'est même pas d'accord sur qui va avoir quel rôle. Si vous voulez. C'est ça le drame. Et donc, il y a pardon lorsque ces conditions, ces indications, je disais, amènent les uns ou les autres à un certain bouger. Il faut se bouger un petit peu. Il faut sortir un peu du partage tout fait, préétabli des rôles dans lesquels lui, il a fait ça, lui, il a fait ça. Parce que justement, c'est ça le problème, c'est d'arriver à raconter ensemble. Et ça, je vais y revenir tout à l'heure. Et d'ailleurs, et donc là, il y a je dirais une sorte d'un travail d'ajustement. Ces règles doivent être, aucune de ces règles n'est catégorique, elle doit à chaque fois être ajustée, arrangée. Je dirais il faut en avoir un usage judicieux, si vous voulez. Voilà. Et d'ailleurs, en fait, souvent, le moment où ça marche, je ne sais pas ce que ça veut dire ça marcher d'ailleurs, c'est justement un moment dont on n'est pas forcément conscient. D'ailleurs, je veux dire, c'est parfois sans y prendre garde que soudain il y a quelque chose qui a échappé et qui a permis de se bouger, si vous voulez. C'est pas forcément très conscient. Bon, ça c'est une remarque personnelle. En général, je suis pas très. Je suis d'un point de vue moraliste, si vous voulez, je ne compte pas énormément sur la conscience. Je ne réduirai pas la morale à la conscience, à la voie de la conscience, dans un sens je pense, quelque chose de plus, voilà, qui travaille aussi dans des distractions, qui travaille aussi dans des... Bon, voilà, ça c'est un petit peu la première partie de mon propos, qui en comporte donc, vous vous rappelez, 3 ou 4, enfin, on peut dire 4, parce que ma deuxième partie, ça va être porté sur Hannah Arendt. Ma troisième partie portera sur l'idée de compromis. C'est une introduction à la quatrième partie. Et je terminerai sur ce que j'appelais la comédie conjugale, la comédie du remariage. Sur des réflexions avec Stanley Cavell sur les comédies du remariage, comme représentative de quelque chose qui est vraiment très important pour le pardon. Vous avez des questions sur ces premières observations? On n'est pas tout à fait à la mi-temps, mais on va faire une pause maintenant, si vous voulez bien. Le temps que je vous envoie les 5 ou 6 pages que j'ai scannées de la condition de l'homme moderne. J'ai des pages un peu annotées par moi, mais comme ça, vous verrez les passages qui m'importent. D'accord? Oui, j'ai une question, s'il vous plaît. Vas-y, Joël. Oui, la prière de Jésus en faveur de ses offenseurs laisse entendre que le coupable ou l'offenseur peut être ignorant et dans ce contexte, dans ce cas, lorsqu'on le punit, est-ce qu'il ne se sentira pas être victime d'une injustice? Je vois bien la question, mais je ne vois pas le passage de Jésus dont tu parles. Lorsque le Seigneur sur la croix demande à Dieu de pardonner les fautes de ses ennemis ou de ses offenseurs. Oui, mais c'est ça. C'était ça que je voulais dire. Si on leur fait mal, alors ils comprendront pas. Ils vont juste s'enfoncer dans le mal. C'est le grand problème de la punition, de la peine comme punition et la punition comme peine. Mais c'est pour ça que je trouve que la parole de Jésus est très forte. Ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai envie de dire, je le retraduirai, ils ne sentent pas ce qu'ils font. Ne pas savoir, c'est pas seulement intellectuel, c'est pas seulement la conscience, c'est vraiment en termes de sensibilité. Hein. C'est la sensibilité qui comprend aussi la sapience, la sagesse, le savoir. C'est justement ça.
voilà, on prend conscience peu à peu, mais c'est une conscience sensible, si vous voulez. C'est pas une conscience intellectuelle, c'est pas un savoir dans un sens scientifique, si vous voulez. Bon, c'est vraiment cette sensibilité. Et donc, j'ai envie de dire, voilà, le travail, c'est comment rendre sensible, comment leur rendre sensible ce qu'ils font. C'est actuel. Pardon? Une question. Oui. Je dis c'est complètement d'actualité cette question avec le terrorisme. Ah oui, complètement d'actualité. Ouais, c'est toujours d'actualité d'ailleurs, sur tous les échelons de nos vies. Ouais. Et là aussi, excusez-moi, mais c'est encore Hannah Arendt. Dans la préface à Conditions de l'homme moderne, elle écrit, ou dans l'introduction, j'ai oublié, comment ça se présente, elle écrit je crains que nous soyons dans un monde où les humains, en gros, ne comprennent plus ce qu'ils font. C'est-à-dire, en gros, les humains font de plus en plus de choses, mais ils comprennent de moins en moins ce qu'ils font. Et j'ai envie de dire, là, il y a la technique, il y a toute la vieille disproportion entre la technique et l'éthique que Jean-Jacques Rousseau avait déjà relevé dans son fameux discours sur les arts, vous savez. Hein, bon. Mais c'est aussi, là, aujourd'hui, ce qui est gravissime, j'ai envie de dire, là, je pense à l'élection de Trump, c'est ce que font les réseaux sociaux, les techniques de communication actuelles dont nous bénéficions en ce moment, ce que c'est en train de faire à la politique. C'est-à-dire, en fait, il y a un décalage gigantesque entre les moyens de puissance que donnent ces réseaux et, je dirais, les vieilles règles de la démocratie représentative traditionnelle qui sont presque issues d'un monde paysan encore, presque. Donc, dans lesquels on est là en personne, en chair et en os, dans lesquels il y a un décalage total. Il faut complètement repenser la démocratie avec des règles vraiment complètement nouvelles, quoi, complètement nouvelles. Nous ne sentons plus cette place-là. Ça nous échappe. Quand quelqu'un qui tweet et que ça passe d'un coup à 4 millions, 5 millions de personnes, un petit tweet, les effets que ça a, mais c'est incroyable. Il ne sent pas ce qu'il fait, Trump. Il ne sent pas ce qu'il fait. C'est comme quelqu'un qui a appuyé sur un bouton et qui envoie une bombe atomique pour tuer 2 millions de personnes à l'autre bout du monde. Il ne sent pas. Quelqu'un qui est avec un couteau en train d'enfoncer le couteau ou d'égorger quelqu'un, j'ai envie de dire, il sent un peu. Déjà, ce que tu as remarqué, Martine, c'est qu'il ne sent pas, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est abominable. Mais disons, au moins, il est un tout petit peu proche. Il pourrait sentir un petit peu s'il n'était pas complètement débranché, si je peux dire. Bon. Mais celui qui appuie sur un bouton là ou qui tweet un truc, il ne sent absolument plus rien. Ouais. Bon, sauf si vous dites oui, Muriel. Concernant Hannah Arendt, je ne serais pas capable de me souvenir du nom du philosophe français, mais il semblerait que ces derniers temps, il y ait des personnes qui font des lectures qui contestent pas mal Hannah Arendt. Je sais pas, une sorte de déconstruction d'Hannah Arendt. Ah oui, c'est possible. Ça vous dit pas possible. Il y en a depuis le début, hein, parce que Hannah Arendt a une conception. Peut-être qu'il faudrait le dire après avoir présenté Hannah Arendt. D'abord, elle a une conception très, 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 très élevée de la vie politique de l'Antiquité grecque, qui est très discutable, évidemment. Hein, si on la prend d'un point de vue historique, c'est un tout petit peu à côté de son sujet. Son sujet, c'est d'essayer de comprendre l'évolution de la vie, des rapports entre la vie active et la vie contemplative. Mais voilà. Il y a aussi sa proximité avec Heidegger et donc on pourrait dire son relatif mépris pour la technique et pour le monde technique et le monde du travail, hein, qui agace beaucoup de gens qui disent non, mais la technique c'est pas l'enfer, le travail c'est pas l'enfer, au contraire, etc. Il y a plein de raisons sur lesquelles on peut le critiquer, mais je pense que des gens qui la critiquent comme ça sont souvent des gens qui prennent juste un tout petit bout
et qui ne cherche pas à comprendre ce qu'elle avait cherché à montrer, ce qui a été sa question. Sa question, c'est le monde totalitaire. Elle a rencontré le totalitarisme et elle essaye de creuser pour comprendre d'où ça vient, mais à un niveau très, 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 très profond. C'est un petit peu comme quand on dit que Trump, si vous voulez, c'est pas juste le résultat d'une sorte d'un épisode, etc. C'est un long, long, long processus et c'est pas du tout fini, le Trumpisme. C'est juste l'expression de quelque chose qui est une évolution massive. Il y a des démocraties, elles ont été capables de mettre Hitler au pouvoir, elles ont été capables. Il y a des majorités dangereuses, et dangereuses à elles-mêmes. Ben, il y a vraiment un travail de déconstruction de la démocratie qu'il faut faire. Bon. Eh ben, je dirais, Hannah Arendt, c'est ça sa question. Qu'est-ce que c'est que la démocratie et qu'est-ce que c'est que le totalitarisme? Vraiment, c'est une de ces questions de fond. Mais je comprends très bien, oui, il y a plein de choses sur lesquelles Hannah Arendt. Et moi, j'avais fait une lecture. Le livre que je t'ai prêté rappelle, il y a plein de petites annotations pour faire une lecture protestante de Hannah Arendt. Parce qu'en fait, elle est tellement extrêmement sévère avec le monde moderne. Et le monde moderne, c'est un monde protestant. Et donc, une partie des mutations qu'elle analyse sont des mutations qui sont dues à la prédication protestante. Pas seulement au sens de Max Weber, hein, mais très généralement. Et donc, chaque fois, je vais dire, oui, mais attends, c'est pas ça l'intention, et ça aurait pu tourner autrement, et c'est autre chose qui, etc. Donc voilà. Bon, mais on va présenter un peu Hannah Arendt tout à l'heure. On fait une petite pause de 5-10 minutes, d'accord? Oui. Il est déjà 11 h là, vous voyez pour le coup. Donc on reprend bah, vous me verrez, si vous passez devant votre écran, vous verrez que je suis là et que je fais des signes, d'accord? Dans 6-8 minutes, 6-7 minutes. Ok. Merci. Et je vais mettre en pause. Vous me rappellerez que je mets en pause. Cette conférence va maintenant être enregistrée. Donc voilà, on reprend sur Hannah Arendt et je disais, voilà, condition de l'homme moderne, il y a cette critique, on va dire, entre guillemets, de la modernité qui lui donne un côté un petit peu, comment je dirais, un peu réactionnaire, si je peux dire. Il y a un petit côté réactionnaire. Tout le monde est là, de ceux qui étaient là tout à l'heure? Ah, il manque Joël. Joël. Il est là, mais il est en pause. Ah, le voilà. Il était là. Il était caché. Il était en micro caché. D'accord. Non, vous pouvez. C'est pas du tout que je vous contrôle. Hein. Vous pouvez très très bien. L'an dernier, pendant le confinement, c'était drôle parce que je faisais un cours à Genève. Alors à Genève, les étudiants genevois, les 3/4 d'entre eux, c'était l'écran noir, sans micro. On savait pas s'ils étaient là, c'était un peu bizarre quand même. Il y en avait quelques-uns. Excusez-moi, j'ai un moucheron devant mon nez là qui m'agace. On ne savait pas s'ils étaient là. C'était très très curieux. Bon, alors donc Hannah Arendt. Alors Hannah Arendt, je disais, je vais commencer comme ça. L'action, pour elle, on est sur le chapitre sur l'action. Dans son chapitre sur l'action, elle montre que l'action, c'est l'initiative, c'est ce par quoi les humains répondent au fait brut d'être nés et d'exister par la faculté d'agir. Non mais laisse faire. Ah oui, tu peux le faire, c'est le cas un truc médical urgent, quoi, tu vois. Merci. Excusez-moi. Pardonnez-moi. Donc, nous sommes nés. Le fait brut d'exister, eh bien, c'est insoutenable. Il nous faut absolument interpréter pourquoi nous sommes nés. Et c'est ça, l'action, c'est-à-dire aussi la parole, c'est ce par quoi nous interprétons. Alors pour Hannah Arendt, c'est pour ça que je voulais le mettre dans cette section-là, c'est que pour Hannah Arendt, la parole et l'action sont absolument indissociables. Et donc, elle s'oppose complètement à une conception dans laquelle il y a ceux qui pensent et ceux qui exécutent. Il y a la théorie et la pratique. Elle s'oppose complètement à ça. Pas seulement politiquement, en général. Donc, l'action par l'action et par la parole, c'est-à-dire par l'initiative, c'est-à-dire par le fait que nous commençons
des choses nouvelles, eh bien, nous interprétons le fait que nous existons. Le fait que nous avons commencé, par le fait que nous avons commencé, nous allons faire advenir, commencer à notre tour des choses nouvelles. Donc, voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, il y a une fragilité de l'action, qui est comme la fragilité de la parole, d'une part parce que c'est éphémère, faire, ça laisse une trace, agir, ça laisse pas de trace. Non seulement ça laisse pas de trace, mais comme ça se fait à plusieurs, ça dépend de la manière dont c'est reçu, les intentions, ça échappe aux intentions de l'auteur, de la manière qu'une parole, une fois qu'elle est dite, je veux dire quelque chose, mais ça dit quelque chose d'autre en celui qui l'entend, et bien de la même manière, une action, ça échappe aux intentions et ça a des conséquences imprévisibles pour celui qui a des conséquences irréparables, irréversibles et imprévisibles pour celui qui a fait cette action. Et donc, je viens de dire les deux caractères importants sur lesquels va se terminer ce chapitre. Il y a le caractère de l'irréversibilité et le caractère de l'imprévisibilité. Et elle va chercher dans l'action et dans la parole, plutôt de la parole qui accompagne l'action, des paroles qui sont des actions, justement, la ressource que nous avons contre l'irréversibilité, eh bien, c'est la faculté de pardonner, et contre l'imprévisibilité, c'est la faculté de promettre. D'où le lien très fort qu'elle établit entre pardonner et promettre. Je vous lis le texte qui est à la page 303, donc c'est la deuxième page. Au milieu de la deuxième page, contre l'irréversibilité et l'imprévisibilité du processus déclenché par l'action, le remède ne vient pas d'une autre faculté éventuellement supérieure, mais c'est une des virtualités de l'action elle-même. La rédemption, vous voyez, elle n'hésite pas sur le mot, la rédemption possible de la situation d'irréversibilité dans laquelle on ne peut défaire ce que l'on a fait, alors qu'on ne savait pas, que l'on ne pouvait pas savoir ce que l'on faisait, c'est la faculté de pardonner. Et contre l'imprévisibilité, contre la chaotique incertitude de la vie, on trouve de tenir des promesses. Ces deux facultés vont de pair. Celle du pardon à supprimer les actes du passé dont les fautes, comme l'épée de Damoclès, sont suspendues au-dessus de chaque génération nouvelle. L'autre, qui consiste à se lier par des promesses, sert à disposer, dans cet océan d'incertitude, qu'est l'avenir par définition, des îlots de sécurité sans lesquels aucune continuité, sans même parler de durée, ne serait possible dans les relations que des hommes entre eux. Si nous n'étions pardonnés, délivrés des conséquences de ce que nous avons fait, notre capacité d'agir serait comme enfermée dans un acte unique dont nous ne pourrions jamais nous relever. Nous resterions à jamais victimes de ces conséquences, pareil à l'apprenti sorcier qui, faute de formules magiques, ne pouvait briser le charme. Les deux facultés dépendent donc de la pluralité, de la présence, de l'action d'autrui, car nul ne peut se pardonner à soi-même, nul ne se sent lié par une promesse qu'il n'a faite qu'à soi. Voilà, c'était la page 202-203. Donc, on pourrait même imaginer que le pardon, c'est un acte qui cherche à intervenir dans le passé. Hein. Elle dit supprimer, comment est-ce qu'elle dit ça supprimer les actes du passé. Ouais. En même temps, on ne peut pas supprimer le passé, mais on peut révéler dans le passé un autre avenir du passé, un présent ou un futur perdu qui était sa promesse, qui était la promesse du passé et qui ont été enfouis ou écrasés par la tournure qu'a pris le passé. Donc, en ce sens-là, le pardon a bien quelque chose, une faculté, Hannah Arendt dit un peu plus loin, une faculté de faire des miracles. C'est-à-dire d'ouvrir des possibles là où on était dans de l'impossible, dans du mort, dans du fatal. Donc, c'est pas seulement, le pardon, c'est pas seulement, vous voyez, pour Hannah Arendt, le pardon n'est pas seulement un travail de deuil, c'est pas juste d'accepter, se résigner à ce qui a eu lieu. Hein. Agir n'est pas obéir aux choses, accepter les choses telles qu'elles sont, hein. C'est commencer autre chose, c'est innover, c'est délivrer la possibilité d'un autre monde, c'est délivrer la possibilité d'un autre avenir du passé, c'est réinterpréter le passé de manière à en tirer un autre avenir possible.
C'est de revoir le présent à la lumière d'une réinterprétation, d'une réouverture du passé qui rend un autre présent possible. C'est ça qui est miraculeux. Je vous cite la page 307 où elle écrit par opposition à la vengeance, qui est la réaction naturelle, réaction à laquelle on peut s'attendre et que l'on peut même calculer en raison de l'irréversibilité du processus de l'action, on ne peut jamais prévoir l'acte de pardonner. En gros, les représailles, le cycle interminable des représailles, ça c'est le prévisible. Ça c'est ce qui est le plus prévisible. Le pardon, c'est la faculté de l'imprévisible. C'est la seule, je continue à lire, c'est la seule réaction qui agisse de manière inattendue. C'est une sorte de paradoxe. C'est une réaction qui est une action. C'est une réaction imprévisible, inattendue. Et qui conserve ainsi, tout en étant une réaction, quelque chose du caractère original de l'action, qui commence quelque chose de nouveau, qui est imprévisible. En d'autres termes, le pardon est la seule réaction qui ne se borne pas à réagir, mais qui agit de manière nouvelle et inattendue, non conditionnée par l'acte qu'il a provoqué, et qui par conséquent libère des conséquences de l'acte à la fois celui qui pardonne et celui qui est pardonné. Voilà en gros là, ce qu'elle dit sur le pardon. Alors maintenant, ça c'est quelque chose qui nous concerne beaucoup dans une faculté de théologie, elle fait un long détour par Jésus. Hannah Arendt, qui n'est pas du tout chrétienne, qui est juive, elle fait un long détour par Jésus. Elle écrit, c'est Jésus de Nazareth qui découvrit le rôle du pardon dans le domaine des affaires humaines. Je crois que c'est page 305. Oui, page 304. C'est Jésus de Nazareth qui découvrit le rôle du pardon dans les domaines des affaires humaines. Et alors là, on pourrait dire, bah voilà, on retombe sur le vieux préjugé contre lequel on essaie de s'élever, contre lequel le pardon c'est un truc chrétien, c'est une affaire chrétienne, c'est une affaire, etc. C'est pas du tout ça qu'elle veut dire. Parce que justement, au contraire, elle continue en disant, c'est une caractéristique de notre tradition politique d'avoir toujours été extrêmement sélective et d'exclure de son système de concepts un grand nombre d'authentiques expériences politiques parmi lesquelles nous ne serons pas surpris d'en trouver de réellement fondamentales. Certains aspects de la doctrine de Jésus comptent parmi ces expériences, bien qu'on les ait négligées en raison de leur nature prétendument exclusivement religieuse. En gros, on a enfermé Jésus dans du religieux. On a enfermé Jésus dans la théologie, entendu dans un sens pieux, apolitique, on va dire. Mais Jésus, ce qu'il a fait, certains de ses actes, certains de ses propos sont politiques. Sont des expériences politiques complètement originales et même fondamentales, dit-elle. Donc vous voyez, elle ne cherche pas à dire il y a une source religieuse du pardon qu'il faut ouvrir. Ça. Ce qu'elle dit, c'est non, il y a une dimension politique de la prédication de Jésus et de la vie de Jésus. Alors, en gros, il faut comprendre dans quel contexte cela apparaît. Cela apparaît, comme elle dit dans la page, c'est la page 305. Elle écrit le principe romain d'épargner les vaincus. Où est-ce que c'est ça? Oui, c'est au premier tiers de la page 305. Ou le droit de commuer la peine de mort, probablement d'origine romaine, prérogative de presque tous les chefs d'État en Occident. C'est l'idée, j'ai le droit régalien de faire grâce. C'est le pardon comme grâce qui tombe d'en haut, si je peux dire, la grâce du roi. Et donc, qui est le modèle que Jacques Derrida avait en tête, rappelez-vous, dans sa théopolitique du pardon. Et Barbara Cassin, dans l'article Pardonner du vocabulaire européen des philosophies, reprend cette idée de la grâce comme verticale théologico-politique, où la grâce divine, à travers le baptême et la pénitence, tombe sur le pécheur de la même manière que la clémence du prince, avec une sorte de condescendance qu'elle qualifie d'une condescendance insupportable. Mais c'est pas ça du tout que dit Hannah Arendt. Hannah Arendt, elle écrit « Ce qui pour nous est essentiel,
c'est que Jésus soutient contre les scribes et les pharisiens, on est page 305, hein, oui. Que Jésus soutient contre les scribes et les pharisiens, premièrement, qu'il est faux que Dieu seul ait le pouvoir de pardonner, et deuxièmement, que ce pouvoir ne vient pas de Dieu, comme si Dieu pardonnait à travers les hommes. Dieu nous donne ce pouvoir, alors après on peut pardonner, hein, mais le droit doit au contraire s'échanger entre les hommes qui, après seulement, pourront espérer se faire pardonner aussi de Dieu. Ça commence par les hommes. L'initiative est aux hommes. L'initiative est d'abord horizontale, entre les hommes. Jésus s'exprime de manière plus radicale encore, l'homme dans l'évangile n'est pas censé pardonner, parce que Dieu pardonne, il n'a pas à faire de même. Mais si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur, alors Dieu vous traitera de même. Et elle note, toujours en page 305 en bas, dans tous ces exemples, le pouvoir de pardonner est avant tout un pouvoir humain. Dieu nous remet nos dettes comme nous-mêmes avons remis nos débiteurs. Donc ça commence par nous. Vous voyez, c'est une lecture qui est particulièrement, je dirais, subversive par rapport à la grande, le mainstream, si vous voulez, de la prédication protestante, dans laquelle tout vient de Dieu, c'est la grâce, c'est toujours, vous voyez, bon, on peut entendre cette prédication protestante comme ça, qui pose d'énormes problèmes après, oui, mais alors où est la liberté, etc. Ce qui est paradoxal, puisque justement, la pensée protestante est une pensée de la liberté. Elle apparaît chez Luther, chez Calvin, comme une pensée de la liberté. Donc il y a une sorte de contradiction pragmatique énorme dans la prédication protestante à cet égard-là, qui n'a cessé de soulever beaucoup de problèmes. Et je pense que ce qu'elle dit là, il faudrait, j'ai pas eu le temps de les faire, ça fait longtemps que je me dis, il faudrait que j'aille regarder vraiment très très à fond ce que disent Luther et Calvin, dans les commentaires de Calvin, de tous ces passages-là, voir ce qu'il dit. Parce que je pense que nous n'avons cessé, après coup, de réaugustiniser Luther et Calvin, alors qu'en fait, ils sont ailleurs. Ils sont ailleurs. Je vous donne juste un exemple. Le pouvoir du roi, le pouvoir du souverain, c'est le pouvoir de décider la guerre. C'est-à-dire le pouvoir de l'exception. Le pouvoir, aujourd'hui, on est en état de crise, il y a des pouvoirs d'exception à cause de la crise. Crise terroriste, crise sanitaire. Et le problème, c'est justement que peu à peu, l'état d'exception se généralise, comme si on était en guerre, avec ce discours de la guerre. Bon. Mais ça, c'est le pouvoir du souverain. Le souverain, c'est le pouvoir de décider de l'exception. C'est-à-dire de pouvoir de dire, normalement, je vous dis, vous ne tuez pas, il est interdit de tuer, il est interdit d'être violent. Et le pouvoir d'exception, c'est de dire, ah, là, non. Là, maintenant, allez, on y va, on va tuer. Légitimement. Et ça, c'est le pouvoir de l'exception. Ça, c'est le pouvoir du souverain. C'est le pouvoir de la guerre. Bon. Ce pouvoir de l'exception, qu'est-ce qu'il en fait, Calvin? Il dit soumission aux autorités. Non, non, il faut obéir aux autorités, absolument. Sauf, et il dit c'est une exception, mais en fait c'est une règle. J'ai oublié comment il le dit. Comment est-ce qu'il dit ça? Il y a une phrase extraordinaire. Il dit il y a l'exception, c'est lorsque le souverain nous demande en gros de désobéir à Dieu. Alors ça veut dire que n'importe qui a le pouvoir de désobéir, du coup. Vous voyez, il nous demande, Calvin dit, soumission aux autorités, soumission absolue aux autorités, hein, c'est Romains 13, complètement. Ça. Ah oui, mais oui, il faut que les autorités elles-mêmes se soumettent à Dieu, qu'elles reconnaissent leur soumission à Dieu. Et lorsqu'elles nous demandent positivement, on peut faire de la désobéissance passive, mais lorsqu'elles nous demandent positivement de désobéir à Dieu, alors là, non, là c'est pas possible. Et là, il y a un pouvoir d'exception. Et ce pouvoir d'exception, Calvin le fait redescendre d'abord sur les princes de la famille, puis sur les grands nobles, puis sur les parlements, puis sur... Et ça redescend jusque... Finalement, si c'est justement le dernier des valets de Coligny qui se retrouve seul à protester, eh bien, voilà, c'est ce qui arrive dans l'histoire. Je ne sais pas si vous connaissez cette scène terrible où la femme de Coligny réveille son mari en disant « Mais voilà, nous, on est là dans nos lits, et pendant ce temps, nos nains sont en train d'être pourchassés par... etc. » C'est pas possible, quoi. Donc, elle appelle son mari à la guerre, à la résistance active. Oui, c'est absolument dramatique, hein, parce qu'ils étaient tous calvinistes, et en même temps, il y avait ce pouvoir d'exception qui était donné à n'importe qui. Mais bon, là, donc, oui, il y a un germe de trouble énorme, d'ailleurs, de trouble politique énorme. Mais voilà, ça veut bien dire qu'il y a bien quelque chose comme ce pouvoir, il y a un pouvoir
Il y a un pouvoir donné à chacun. Donc, voilà. Là, on a une toute nouvelle conception du pardon. Le pardon n'est pas quelque chose de régalien qui tombe d'en haut. Jésus, il dit, mais le pouvoir de pardonner, mais il vous appartient à tous. Il vous appartient à tous. Le pouvoir de délier, le pouvoir de lier, il vous appartient. Le pouvoir de pardonner, le pouvoir de promettre, il vous appartient. C'est à vous. C'est à vous de le... Elle commente page 36. C'est seulement en se déliant ainsi mutuellement de ce qu'ils font que les hommes peuvent rester de libres agents. C'est parce qu'ils sont toujours disposés à changer d'avis et à prendre un nouveau départ que l'on peut leur confier ce grand pouvoir qui est le leur de commencer du neuf, d'innover. Voilà, donc il y a cette articulation entre délier pour se lier. Alors, d'où vient ce pouvoir pour Hannah Arendt? Elle observe que l'on pardonne ce qui a été commis par égard pour celui qui a commis. C'est-à-dire, en fait, elle fait une distinction entre ce qui est fait et le sujet, entre l'acte et le sujet. Je cite, on est là à la page 309. C'est aussi cela aussi, Jésus l'a nettement marqué. Ses nombreux péchés lui sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Bon. Car l'amour, phénomène très rare, je cite Hannah Arendt, il est vrai dans la vie humaine, possède un pouvoir de révélation sans égal. Il y a des fautes d'orthographe. Non, pas dans le texte. Un pouvoir de révélation sans égal, de même qu'une perception inégalée pour voir se dévoiler le qui. L'amour passe l'autre au scanner, si je peux dire. Elle voit quelqu'un à travers, derrière ses actes, derrière ce qu'il est, elle voit autre chose que ce que l'on voit. C'est que précisément, il se désintéresse au point d'être totalement absent du monde, de ce que peut être la personne aimée, de ses qualités et défauts comme de ses succès, de ses manquements ou de ses transgressions, pour s'intéresser à qui il est. D'accord ? S'il était vrai, comme l'a pensé le christianisme, que seul l'amour peut pardonner, puisque l'amour seul sait pleinement accueillir qui est quelqu'un, au point d'être toujours prêt à lui pardonner n'importe quoi, le pardon devrait demeurer tout à fait en dehors de nos considérations. Nous, on a des considérations politiques ici, d'accord ? Mais à l'amour, à ce qu'il est dans sa sphère bien close, correspond le respect dans le vaste domaine des affaires humaines. Le respect, comparable à la philia politicae d'Aristote, est une sorte d'amitié sans intimité, sans proximité. C'est une considération de la personne, pour la personne, à travers la distance que l'espace du monde met entre nous. Et cette considération ne dépend pas de qualités que nous pouvons admirer, ni d'œuvres qui peuvent mériter notre estime. Vous voyez ? Donc, elle va déplacer le concept chrétien d'amour, de l'amour agapé, amour charité, on va dire, à l'amour philia, et même philia politicae. Vous voyez, elle hellénise Jésus. Elle dit ce que Jésus voulait dire, c'est pas l'agapé au sens, c'est pas l'amour dans ce sens-là, c'est pas l'amour qui absorbe, c'est le respect. Donc, on retrouve l'idée qu'on avait vue chez Ricoeur que pardonner, c'est délier l'agent de son acte, c'est dire à quelqu'un tu vaux mieux que tes actes. Hein, bon. Mais ça, c'est pas une parole d'amour au sens habituel du terme, c'est une parole de respect, c'est une parole de philia politique. Et elle dit que c'est Jésus qui a découvert ça. Voilà, ça je pense que c'est un point intéressant et je pense que c'est intéressant dans une faculté de théologie d'introduire cette lecture de Hannah Arendt qui n'intéresse personne parce que finalement, en gros, Hannah Arendt, on va redire la même chose qu'elle dit de Jésus. Hannah Arendt n'est pas une théologienne, donc elle n'est pas lue comme un théologien. Et pour les lecteurs d'Hannah Arendt, qui sont des philosophes ou des philosophes politiques, toute la partie religieuse, ça ne les intéresse pas. Donc c'est une sorte du pardon, etc. Ça passe à la trappe. Vous voyez, il y a là un angle mort qui n'intéresse personne. Et je pense que moi, je n'ai jamais vu, c'est un texte qui a été écrit il y a plus de 50 ans, peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourrait fermer son micro là. Merci. Oui. Je voulais poser une question. Mais... D'accord. Qu'est-ce qu'on fait de cette lecture avec les épîtres pauliniennes? Ah voilà, complètement. Ah ben c'est bien. C'est vraiment, là, on a un conflit très net entre le Jésus de Hannah. C'est quelque chose que j'ai souvent dit, hein, d'ailleurs.
Et ça m'intéresse beaucoup. En gros, le message de Paul, c'est nous ne pouvons rien. C'est tu ne peux rien. Et le message de Jésus, d'après Hannah Arendt, c'est vous pouvez, tu peux. Et donc il y a une tension entre Jésus et Paul là, qui est une tension extrêmement intéressante. Extrêmement intéressante. Moi, je pense que c'est un débat théologiquement constitutif, et je pense qu'il faut les deux. C'est important qu'il y ait les deux. Mais justement, attention, en protestantisme, on a tellement paulinisé Jésus, pas pour tout, hein. Les réformateurs ont résisté à saint Paul justement sur la question du mariage, notamment. On n'a pas du tout une conception du mariage comme pis-aller, que l'idéal c'est la chasser, pas du tout. Mais bon. Et là, sur le politique aussi, je pense qu'il faudrait rouvrir Calvin très très soigneusement pour voir comment il est moins paulinien qu'on ne croit. Mais voilà, en tout cas, c'est une tension très intéressante. Et là, vous voyez que je suis un tout petit peu en porte-à-faux par rapport à certains de mes collègues qui sont très pauliniens, qui sont très luthériens, et qui ne cessent d'insister tout le temps sur ce passage par notre impuissance totale, notre incapacité, etc. Et qui, à mon avis, peut devenir dangereux, peut devenir vraiment dangereux. Mais ce serait un débat qu'il faudrait que nous ayons d'abord entre nous. Hein. Alors, juste avant de terminer sur Hannah Arendt, je veux terminer sur la promesse, parce que c'est vraiment c'est lié, et vous allez, parce que je vais le reprendre après, moi, même sur le pardon, le lien entre le pardon et la promesse. Alors, donc là, d'abord, première chose, il y a un grand auteur qui a travaillé sur la promesse, brièvement, mais de manière éblouissante, c'est Nietzsche. Nietzsche, dans la généalogie de la morale, insiste sur le fait que nous sommes des êtres oublieux, nous sommes foncièrement des êtres oublieux. Et élever un animal capable de promettre, voilà la tâche que, en gros, que la nature ou que Dieu, je sais pas, s'est proposé avec les humains. D'accord ? Première idée de Nietzschéenne. Un animal capable de promettre. C'est-à-dire un animal qui n'est pas seulement poussé par les causes, mais qui est tenu en avant par ses propres promesses. Et que c'est très important pour toutes les affaires humaines. Avec notamment la dimension politique qui intéresse Hannah Arendt, c'est la dimension des contrats, des pactes, des traités, des alliances, des accords, etc. Bon. Et la promesse doit faire face à deux sortes, donc vous vous rappelez, la promesse c'est ce qui nous permet de répondre au caractère imprévisible. D'accord ? Alors, il y a deux sortes d'imprévisibilité. Il y a l'imprévisibilité du sujet parlant et agissant lui-même, bon, parce que nous sommes versatiles et nous pouvons changer d'idée. Hein, on a promis quelque chose, mais on peut changer. Voilà. Et puis d'autre part, il y a aussi l'imprévisibilité des récepteurs. Donc, les effets de la parole et de l'action qui échappent aux intentions initiales et se perdent dans le cours du monde. Voilà, tout ça, c'est des éléments de fragilité. Hein. Le récepteur, je peux changer, le récepteur peut changer et le contexte peut changer. Voilà, on va dire trois sources d'imprévisibilité. Bon. J'avais dit deux, mais en fait, c'est trois. J'ai mal compté. Et elle dit, voilà, donc le monde est plein d'incertitudes, plein d'imprévisibilité. Et aujourd'hui, c'est ça notre situation. On est dans un monde de plus en plus imprévisible. Hein, et on a affaire justement avec Trump à quelqu'un qui est un génie de l'imprévisibilité. Enfin, ceci dit, ce qui est en train de se passer, on avait vu venir depuis longtemps. Donc, et Arendt écrit que en gros que les philosophies et les sociétés, les philosophies politiques, les sociétés d'alliance, de pactes, de contrats, en gros les sociétés démocratiques qui sont fondées sur des pactes, sur un pacte démocratique, acceptent cette imprévisibilité. Et la promesse, rappelez-vous, sert à poser des îlots de certitude dans un océan d'incertitude, d'imprévisibilité. Rappelez-vous, elle dit ça. Et elle continue, on est à la page 312. Lorsqu'on abuse de cette faculté pour recouvrir tout le champ de l'avenir et pour y tracer un chemin bien défendu de tous les côtés, elles, les promesses, cessent de lier et d'obliger, et l'entreprise se retourne contre elle-même. Un peu plus loin, elle écrit « La souveraineté d'un groupe d'hommes liés et tenus
non pas par une volonté identique qu'il... Ah, j'ai mal écrit ça, c'est page 312. Ah, c'est mon problème, c'est que je fais des fautes en recopiant. Ah oui, en haut de la page 312. La souveraineté d'un groupe d'hommes liés et tenus non pas par une volonté identique qui les inspirerait toujours de façon magique, mais par un dessein concerté, unique raison d'être et seul lien des promesses, se manifeste très clairement dans sa supériorité incontestée sur des gens entièrement libres, que ne lie aucune promesse, que n'attache aucun dessein. Vous voyez donc, voilà, on est entre deux abîmes. Un premier abîme, c'est des sujets qui ne se sentent concernés, tenus par aucune promesse. Et donc là, c'est je dirais, des électrons libres, hein, une sorte d'atomisation de la société dans laquelle personne, il n'y a pas de projet collectif, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de pacte commun. Mais l'autre danger, c'est lorsque on a tellement tout bordé, sécurisé, etc., que finalement, il n'y a plus d'imprévisible. Et donc, elle dit l'entreprise se retourne contre elle-même. C'était page 300. Ah ben c'est page 312, oui, c'est là aussi. Et donc, là, elle vise évidemment les sociétés, d'une part, les sociétés communistes, qui sont des sociétés dans lesquelles le plan prévoit tout, etc. Donc, on essaie de border qu'il n'y ait aucune imprévisibilité, et ça pète, ça pète encore plus, d'autant plus que justement on a tout garanti, bordé, etc. Mais on pourrait dire qu'aujourd'hui, elle s'adresse aussi à des sociétés de sécurité, de protection. On est dans une société d'hyper-protection, d'hyper-assurance. Tout est assuré, tout est garanti, tout est, etc. Et en fait, donc du coup, on n'y arrive pas. Plus on essaie de sécuriser, et plus on est dans des accidents, etc. Donc là, vraiment, là, on voit son côté américain, si je peux dire. Elle est réfugiée aux États-Unis et elle comprend la démocratie comme un pacte, des îlots de pacte dans un océan, on accepte l'imprévisibilité. Vous voyez, bon, cet imaginaire politique-là, démocratique. Donc, en gros, la morale et la politique sont fondées sur cette double faculté de pardon et de promesse. Elle écrit dénuée de l'action et de la parole, privée de l'articulation de la natalité. Nous serions condamnés à tourner sans arrêt dans le cycle éternel du devenir. Mais dénués de la faculté de défaire ce que nous avons fait, de contrôler au moins en partie les processus que nous aurons déclenchés, nous serions les victimes d'une nécessité automatique. La possibilité d'agir est, selon Arendt, donc fondée sur la faculté de commencer, donc la natalité. Donc vous voyez, il y a le pardon, on pourrait dire le pardon, c'est le moment de déliaison du passé, on pourrait dire de deuil et de rouverture d'un nouveau prêt. Et la promesse, c'est justement le nouveau, de se tourner vers l'avenir, la faculté d'innover. Les hommes, bien qu'ils doivent, on est page 314, les hommes, bien qu'ils doivent mourir, ne sont pas nés pour mourir, mais pour innover. L'action est la seule faculté miraculeuse, thaumaturgique. Jésus de Nazareth, dont les vues pénétrantes sur cette faculté évoquent, par l'originalité et la nouveauté, celle de Socrate, sur les possibilités de la pensée. Vous voyez, elle met Jésus et Socrate au même niveau. Jésus le savait bien, sans doute, lorsqu'il comparait le pouvoir de pardonner au pouvoir plus général d'accomplir des miracles, en les mettant sur le même plan et à portée de l'homme. Le miracle qui sauve le monde, le domaine des affaires humaines, de la ruine normale, naturelle, c'est finalement le fait de la natalité dans lequel s'enracine ontologiquement la faculté d'agir. Hein, le fait qu'il y ait de la naissance, ça veut dire que du coup il y a des humains nouveaux. Eh bien, la faculté d'agir, en quelque sorte, c'est ce par quoi nous interprétons le fait qu'il y a du nouveau. En d'autres termes, c'est la naissance d'hommes nouveaux, le fait qu'ils commencent à nouveau, l'action dont ils sont capables par droit de naissance. Par droit de naissance, nous avons, le droit, mais le pouvoir d'interpréter, et donc nous avons le pouvoir de pardonner et de promettre. Voilà un petit peu les grandes thèses de la fin de ce chapitre sur l'action. Donc vous voyez que c'est quelque chose de assez important, bien sûr, pour notre sujet. Et avec cette insistance, elle est une des rares philosophes. Les philosophes, en général, s'intéressent toujours à la mort. Heidegger, ah oui, ça c'est très typique de l'opposition entre
entre Arendt et Heidegger. Heidegger, toute sa philosophie est d'abord constituée sur l'affrontement de notre mortalité, de notre condition mortelle. C'est l'angoisse de la mort qui structure, je dirais, l'authenticité de la vie humaine. C'est devant la mort que nous découvrons notre authenticité. Tandis que Hannah Arendt, elle fait de la naissance, je dirais au contraire, l'épreuve fondamentale, ce que nous devons penser. La question n'est pas de penser la mort. La mort, il n'y a pas grand-chose à penser. La question, c'est comment penser la naissance. Qu'est-ce que ça fait le fait qu'il y ait de la naissance? Là encore, c'est une grande opposition entre Arendt et Heidegger. Voilà pour Arendt. Est-ce que vous avez des questions sur Arendt? Non, c'est bon. C'est bon, hein, c'est à peu près. Alors maintenant, je vais un tout petit peu compliquer le schéma de Arendt. Et ça, c'était des réflexions que je me faisais vraiment à la fin des années 90. C'était dans mon mémoire pour l'habilitation et direction de recherche. En disant, mais oui, mais c'est en fait un peu plus compliqué que ça parce que bon, il y a la promesse face à l'imprévisible, le pardon face à l'irréversible. D'accord, ça c'est Arendt. Mais d'abord, l'imprévisible, c'est pas seulement ce que la promesse doit réduire, doit mettre en échec. Donc, l'imprévisible n'est pas seulement quelque chose qui est négatif et que face à quoi nous avons la promesse. L'imprévisible, c'est aussi le propre de l'action. L'action est imprévisible. D'accord? Vous voyez, donc, il y a un imprévisible négatif, mais aussi un imprévisible positif. Et le pardon, c'est justement par excellence l'action imprévisible. Oui, donc, il faut diviser l'imprévisibilité dans les deux versants. Pareil pour l'irréparable. Hein. L'irréparable, le côté irréversible, c'est pas seulement ce que le pardon doit mettre en échec, c'est aussi l'horizon d'une action qui demande qu'après ne soit plus comme avant. Et justement, la promesse a quelque chose d'irréversible. Rien ne peut faire que la promesse n'ait pas eu lieu. Elle peut ne pas marcher, elle peut s'être brisée, mais elle a eu lieu. C'est ça qui fait que on peut rouvrir dans le passé des promesses qui ont été écrasées, qui ont été mises en échec, qui ont été enfouies, qui ont été écrabouillées par l'histoire, mais ces promesses ont eu lieu. Et repartir de ces promesses, c'est un petit peu ce qui s'est passé au moment des débuts de la guerre de sécession en Amérique, parce qu'on est très tourné vers l'Amérique en ce moment. Je crois que la guerre de sécession a rouvert un amendement, une proposition d'amendement qui avait été faite par un député en 1810, qui avait été écartée. Et en quelque sorte, la composition de la Chambre ayant évolué, ils l'ont repris pour le voter. Cet amendement qui avait été écarté. Vous voyez, c'était une promesse enfouie. Oui, elle a été mise en minorité, mais elle avait eu lieu. Et donc, on reprend appui sur un passé pour rouvrir un autre avenir du passé. C'est bon. Donc, vous voyez, de même manière qu'il y a deux faces de l'imprévisibilité, il y a deux faces de l'irréversibilité. Une face négative, bien sûr, irréparable, mais une face positive. Rien ne peut faire que, je ne sais pas, je vais vous donner un autre exemple. Quand vous êtes face à quelqu'un qui vient de perdre son enfant, à quoi est-ce que vous pensez? Vous vous dire, voilà, cet enfant a été. Rien ne peut faire qu'il n'ait pas été. C'est pas du tout une consolation, hein, c'est pas une. Mais c'est en quelque sorte, voilà, il y a là une promesse enfouie. Il y a quelque chose qui n'est pas achevé, quelque chose qui n'est pas fini. Il y a quelque chose de l'avoir été du passé qui est en même temps un point d'appui possible, voilà. Ouvert, qui reste là. Alors, c'est pour ça que moi, je proposais de compliquer, de dire que le pardon peut aussi prendre la forme de ce que j'appelle, dans un sens très fort, le compromis. Le compromis comme compromesse. Ça va être un petit peu un jeu de mots, hein, mais l'idée, c'est que la capacité à faire alliance en dépit du différent, en dépit du conflit, à faire quand même alliance, à s'obliger mutuellement dans un compromis, eh bien, c'est une autre forme de pardon que le pardon, je dirais, qui commence à zéro, etc. C'est pour ça que je mettais ce chapitre sur le compromis dans
dans ce pardon un peu bancal qui n'est ni le pardon sublime, pur, on va dire, ni le pardon simplement nécessaire. C'est un pardon moyen, un pardon moyen. Voilà. Moyen, mais absolument nécessaire, absolument vital. C'est-à-dire que je pense que la plus grande partie des affaires humaines est le domaine de différent, différent avec un D. Hein. Le différent, le conflit, il y a plusieurs formes de conflit, violent, pas violent, etc. Mais en termes de langage, on va dire, il y a des conflits sur lesquels on est en conflit, mais on est d'accord sur ce sur quoi on est en conflit. C'est un litige. On est d'accord, ce champ, il est mal. On n'est pas d'accord sur où placer la borne, mais on est d'accord que c'est ça le conflit. Où est-ce qu'on va mettre la borne dans le champ? Bon. Le différent, il est différent lorsqu'on n'est pas d'accord sur là où est le conflit. On ne le dit, on ne le raconte pas de la même manière. On ne le dit pas dans le même langage. Et ce qui rend souvent cet aspect-là des problèmes un peu invisibles, c'est que on croit trop que les humains peuvent ne pas être d'accord sur le bien. On a des visées du bien différents, on a des conceptions du bon différents, mais on est d'accord sur le mal. Et donc, d'une certaine manière, on a reconstitué le politique uniquement comme un système de défense contre le mal, parce qu'au moins les humains sont d'accord sur ce qui est mal. Ils ne sont pas d'accord sur les bons. On va pas discuter des finalités de la cité, on va pas discuter on va uniquement trouver des moyens de nous protéger les uns des autres du mal. Voilà. Mais je pense que c'est encore très optimiste, parce que je pense que les humains ne sont pas du tout, en fait, d'accord sur ce que c'est que le mal. Oui, justement, le malheur, c'est que le malheur n'est jamais vraiment commun, qu'on ne partage pas le malheur. On l'a dit tout à l'heure, on peut faire mal, mais faire sentir à l'autre qu'il a fait mal, c'est très difficile. Donc, justement, ce qui est irrémédiable dans le différent, c'est qu'on ne voit pas le malheur au même endroit, c'est qu'on ne le dit pas dans le même langage. Donc, tout le travail, c'est au contraire de trouver un langage commun assez mixte pour dire le tort commis, le tort subi, pour obliger chacun à faire place dans son langage à la possibilité du langage de l'autre. Ça, on l'avait un tout petit peu vu avec Ricoeur, avec ce qu'il appelait l'hospitalité narrative. Faire place dans mon récit à la possibilité d'un autre récit. Et donc, le pardon, il a une fonction, je dirais là, d'élargir le langage pour installer ensemble les deux narrations, les deux versions, de manière à ce que chacun accepte la version de l'autre, dans un travail de compromis, oui, de concession réciproque, de narration à plusieurs voix, dans lesquelles j'accepte de me voir à partir de... Il y a mon point de vue dans le récit, mais j'accepte de pouvoir être vu d'un autre point de vue. Il n'y a pas que mon point de vue qui compte. Il y a d'autres points de vue qui existent. Voilà. Déjà ça. Hein, on n'est pas... Il ne s'agit pas de trouver un jugement, mais juste de raconter les choses en acceptant que l'autre peut raconter autrement. D'une certaine manière, c'est ce qui se passe dans un procès. On écoute la plainte. On écoute les uns les autres, les plaintes, les récits, etc. Bon. Donc, ça fait faire un travail, je dirais, de débrayage. Je débraye de ma mémoire inéchangeable, de mon récit. Je débraye et ce moment de débrayage peut me permettre de réembrayer, c'est pas obligatoire, mais peut me permettre de réembrayer sur une mémoire commune plus bancale, plus pluraliste, plus vaste, une mémoire à plusieurs pans, si je peux dire. Vous voyez, bon. Et ça voilà, c'est là que c'est très difficile. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose que je peux faire tout seul. Je ne peux pas tout seul me raconter le passé autrement. J'ai besoin de l'autre pour me raconter le passé autrement. Et d'ailleurs, en général, j'ai besoin de l'autre pour avoir des souvenirs. J'ai besoin de la mémoire de l'autre. Ma mémoire se fait en racontant des souvenirs et en les racontant avec d'autres qui m'évoquent « Ah oui, tiens, j'avais oublié, etc. » Bon. Et donc, dans ce travail à la fois mémoriel et narratif, dans lequel on construit cette espèce de, ce que j'appelais ce compromis, hein, bon, eh bien, on se rend contemporains les uns des autres en essayant de partager le malheur, d'ailleurs en essayant aussi de partager le bonheur, mais sans croire trop vite qu'on y arrive. On accepte que ça reste bancal, c'est un compromis. Un compromis, c'est satisfaisant pour personne. Mais voilà, on accepte de ne pas avoir raison tout seul. C'est ça l'idée du compromis, si vous voulez. Donc, et ça a des effets sur la mémoire, parce que du coup, ce bouger, ce déplacement change, fait bouger la manière dont on se raconte la scène.
On accepte de repartager les rôles, de faire bouger un peu les rôles. C'est ça qui est d'ailleurs très dangereux dans les grandes scènes de réconciliation, parce que on peut croire que ça y est, on a trouvé le récit qui permet le récit des récits qui permet de réconcilier tout le monde, mais en fait, souvent, c'est à ce moment-là qu'apparaît le conflit pour les places. C'est qui tient quelle place dans le récit. Donc c'est le moment du pardon, on rejoue la scène, qui est peut-être le moment le plus dramatique et le plus grave. Voilà. Donc tout ça, c'est pas contre Hannah Arendt, hein, mais c'est juste pour montrer que on peut avoir une conception dans laquelle le pardon et la promesse sont encore beaucoup plus imbriqués que dans ce qu'elle dit. Voilà, ben, il ne reste plus que 3 minutes. Je dirais juste peut-être que donc je garde l'aspect comédie conjugale autour de quelques films par Anthony Cavell, je garde ça pour une autre fois. Je vais refaire un peu mon programme, voir si ça rentre dans notre parcours. On n'est pas en retard, hein, puisqu'on a fait Hannah Arendt, qui correspondait au 5 novembre, donc ça va, on est tout à fait dans les temps. Donc pour terminer peut-être ce que je voulais dire pour aujourd'hui, je dirais que on part de moments où on n'est plus dans un monde moral, on est dans un monde tragique, il y a du différent, on ne parle pas de la même chose, les conditions, on n'arrive pas à réunir les conditions, etc. Et justement, tout le travail de compromis, c'est pour arriver à rendre, trouver un modus vivendi possible dans le conflit lui-même. Et donc sortir du pur tragique pour revenir au monde ordinaire. Sans se laisser éblouir par le monde ordinaire, c'est-à-dire sans croire que ça y est, on a trouvé la solution, que on va donc, mais justement en disant voilà, on peut se retrouver dans un monde commun. On peut quand même être dans un monde commun. On va faire avec. L'idée du compromis, c'est de faire avec. Oui, Raphaël. Vous avez dit modus quoi? Modus vivendi, excusez-moi, c'est du latin. Oui. Trouver un mode de vie. Ah, d'accord. D'accord, merci. Une manière de ce qu'on appellerait aujourd'hui le vivre ensemble. D'accord, très bien. Une manière de modus vivendi. Oui, c'est tout à fait l'idée du vivre ensemble aujourd'hui. Tout à fait ça. Vivre ensemble comme on fait avec ceux qui sont là. C'est-à-dire, c'est pas idéal, c'est pas, oui, on parle pas tout à fait le même langage, hein, mais on accepte de cohabiter et de faire cohabiter nos narrations, nos passés, etc. Voilà. Donc, il y a bien, oui, Muriel. Mais je comprends l'idée là du compromis, enfin, faire avec, mais jusqu'à quel point? Ah oui, mais le compromis il est extrêmement fragile. Voilà, c'est comme le pardon. Il est imprévisible. Il n'est pas. On a toutes les catégories pour avoir un compromis solide. Non, pas du tout. Le compromis, c'est la différence avec la promesse, avec le pacte. Si vous voulez, le pacte, et on essaye de le rendre solide. Quoi que vous vous rappelez, c'est des îlots de certitude dans un océan d'imprévisibilité. Ouais. Donc c'est pour ça que ça se rapproche un peu de ça. Mais c'est encore plus fragile que ça. Parce que c'est juste une manière de rendre possible. C'est pas encore un pacte. Le compromis, c'est juste le chemin vers la possibilité d'un nouveau pacte. Mais c'est un chemin, rien ne le garantit. Mais disons que tant qu'on a une conception altière, absolue du pardon, ou de la réconciliation, ou de la paix, on ne rentrera jamais dans un compromis. Et donc, je voulais faire un tout petit peu descendre, là encore, le pardon dans son piédestal très élevé pour dire, le pardon, ça peut être de l'ordre du compromis. Et quand on lit les livres sapientiaux, il y a bien quelque chose comme ça. La sagesse, c'est de la sagesse, c'est pas le savoir, c'est pas Et j'ai envie de dire, l'évangile, parfois, chez Jésus, il prend la forme de ces petits une sorte d'arrangement. On ne peut pas avoir une conception. À mon avis, la maladie de l'islam aujourd'hui, c'est un purisme, une maladie de la pureté. Et on veut absolument que ce soit pur, que ce soit parfait, que ce soit sans mélange. Mais non, justement, le pardon, il se ferait un chemin à travers de l'acceptation d'un mélange des langages, mélange des versions, mélange des mémoires, ce qui est insupportable pour tous les puritains. Alors là, je parle contre moi-même parce que j'adore le puritanisme. Pour moi, le puritanisme, c'est au contraire quelque chose
une prédication de l'évangile extrêmement politique et extrêmement inventive. Mais un autre exemple de compromis, si vous voulez, c'est l'invention du canon. Pour moi, le canon des Écritures, c'est on n'arrive pas à s'entendre sur tel texte ou sur tel texte, sur telle théologie ou telle théologie, mais on va les canoniser ensemble. On va les mettre ensemble dans le canon. Ça, c'est des choses qui ont été très travaillées par François Zouga, par Françoise avant lui, par Françoise Smith-Florentin, par Thomas Römer, etc. C'est vraiment très important. Quand j'écrivais ce texte sur le compromis, j'étais un petit peu dans ce partage de ces recherches-là, donc à la fin des années 90, et avec cette idée que voilà, c'est un compromis qu'on met ensemble, on canonise ensemble un certain nombre de textes qui ne sont pas réconciliés encore. On accepte qu'ils ne sont pas réconciliés, peut-être qu'ils ne sont pas réconciliables, ça ne nous appartient pas. Nous allons cohabiter dans cet espace interprétatif jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin du livre, c'est-à-dire jusqu'à la fin du monde. Voilà, un peu l'idée. Ça s'oppose un peu à l'idée aussi de révélation. Oui, c'est-à-dire c'est une forme de révélation dans laquelle la révélation, c'est le grand débat de Ricoeur avec Lévinas sur est-ce qu'il y a dans le texte biblique un texte éminent, un texte qui soit le texte de la révélation. Et parce que Ricoeur avait développé des choses sur la narration et Lévinas disait oui, mais là où Ricoeur se trompe, c'est que le genre de la révélation par excellence, c'est pas du tout la narration, c'est la loi, c'est la Torah, c'est la prescription, c'est le tu ne tueras pas. Là, il y a de la révélation. Là, Dieu se révèle vraiment, pleinement. Et Ricoeur revient en disant, pas du tout pour défendre la narration, il dit non, mais en fait, non, il y a des genres littéraires dans le texte biblique, et chacun tour à tour peut être considéré comme le genre éminent, et je dirais c'est ensemble qu'ils font la révélation. La révélation, elle n'est pas dévoilée, la révélation, si je peux dire. La révélation, elle est dans ce travail d'accouchement de quelque chose par la confrontation entre plusieurs modes révélatoires qui sont apparemment contradictoires. Le mode prophétique, le mode prescriptif, le mode narratif, le mode sapiential, le mode hymnique. Il y a différentes formes de révélation dans lesquelles Dieu, d'ailleurs, n'est grammaticalement pas à la même place. Parfois, c'est lui le sujet, parfois, on parle de lui, parfois, il disparaît complètement dans le Cantique des Cantiques. Parfois, il y a des places complètement différentes. Et voilà, ça, c'est un débat que je trouve très intéressant. Bon, il est déjà midi bien passé. Donc, voilà, on verra la prochaine fois comment on organise un petit peu le plan des prochaines séances. Si jamais vous avez des idées sur les conditions du pardon que j'aurais oubliées, n'hésitez pas à faire des suggestions. D'accord. Voilà. Ça va? On arrête là? Oui, merci bien. Bon appétit à tout le monde, bon courage pour tout. Chacun. Merci. Merci. Raphaël, juste. Oui. Oui. Par rapport aux notes. Oui. Tu penseras nous les envoyer? Oui, mais en fait, je le fais à la fin, tout à la fin du cours parce que je les reprends toutes, je les retravaille toutes. Mais peut-être. Je parlais des notes de l'exposé, pardon. Ah oui, oui. Mais en fait, je l'ai envoyé à tout le monde sauf à toi. Je suis désolée. Oui, je suis désolée. C'est un oubli navrant de ma part. Voilà, mais je le fais. Et puis pour les notes de cours en elles-mêmes, je les enverrai à la toute fin quand j'aurai tout bien retravaillé, reformulé. Voilà. Non, mais c'était déjà pour l'exposé, pour que j'ai eu l'eau à la bouche, mais c'est tout. Mais je fais ça là bientôt là. Je le fais aujourd'hui. Je t'envoie. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Bon appétit à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. À la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine.